Assurance et Banque. Les archives d'Afrique à la FOCA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. On nous dit, on nous parle en parlant de démocratie, comme on nous a parlé en parlant d'économie, comme si les peuples africains naissaient aujourd'hui. Mais les peuples africains ont toujours existé. Nos rois, nos chefs coutumiers, nos chefs de tribu, eh bien, ils avaient le sens de la démocratie. Il sera resté à la tête de l'un des plus petits pays d'Afrique pendant 21 ans. 21 ans au cours desquels il aura été présenté par quasiment tous les partenaires et la communauté internationale comme un bon gestionnaire, soucieux du bien-être et du développement de son peuple. Comment comprendre qu'après l'attentat dont il est victime en avril 1994, qu'il soit devenu pour ceux qui le soutenaient, qui saluaient son action, son engagement, sa politique, ni plus ni moins que l'instigateur, l'organisateur du plus sanglant génocide que l'Afrique ait connu. Qui était Juvénal Habyarimana ? « 5 juillet 1973. Depuis ce matin, Radio Rwanda, l'antenne la plus écoutée du pays, a modifié ses programmes. À la place des journaux habituels, on diffuse de la musique militaire. Il se produit certainement quelque chose d'inhabituel en ville. Avec ses véhicules militaires en faction devant la radio, mais aussi devant certains bâtiments administratifs, pas difficile de comprendre que la situation est grave. Surtout que l'on demande aux populations qui essaient de rejoindre leur poste de travail de repartir gentiment chez eux. Pour tous, c'est l'interrogation. Et une certaine crainte dans ce pays où lorsqu'éclate la violence, rien ne peut la contenir. L'armée a pris le pouvoir au Rwanda, ce pays d'Afrique orientale dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il est périodiquement le théâtre de violents affrontements tribaux. Le coup d'État, sans effusion de sang, est d'ailleurs une conséquence de ces rivalités très anciennes qui opposent les deux principales ethnies du pays. Pour beaucoup de Rwandais, c'est la surprise. Même s'il régnait depuis quelque temps une forte tension au sein de l'armée, peu de personnes envisageaient une telle issue. Le président Grégoire Kayibanda, au pouvoir depuis l'indépendance du pays, qui depuis quelque temps tente de renforcer son assise auprès de la population en lançant de violentes campagnes contre les Tutsis dans les établissements scolaires et dans l'administration, a été renversé par son ministre de la Défense, un certain Juvénal Habyarimana. Rien a priori ne prédestinait ce grand gaillard d'1,92 m avec son physique de catcheur au métier des armes. Né le 8 mars 1937 à Gaziza, au Bushiri, dans le nord-ouest du Rwanda, dans une famille aristocratique, le jeune Juvénal, comme tous les enfants rwandais, ne porte pas le nom de son père Jean-Baptiste Tibazilikana, ni celui de sa mère, ni Razuba. Il porte son propre nom, donné selon la tradition en fonction des conditions dans lesquelles il vient au monde. Et dans le climat de ferveur chrétienne qui règne dans son milieu familial, on va l'appeler Abiari Amana Abantu Bakarera. C'est Dieu qui donne la vie. Les hommes ne font qu'éduquer. En réalité, le jeune homme à la forte personnalité est élevé avec ses frères et sœurs dans un environnement où la religion chrétienne est particulièrement prégnante. Séraphin Bararengana, son petit frère. Bon, donc il fait les études primaires à son village natal à Rambura, et puis il fait le petit séminaire au pays, aussi à Rwanda, et puis il termine l'école secondaire à l'ancien Congo belge à Bukavu. Et en 59, il termine le collège là, à Bukavu, et puis il s'en va à l'université à Kinshasa où il commence les études à la faculté de médecine. En réalité, la médecine est sa passion. C'est dans ce domaine qu'il souhaite faire carrière. C'est pourquoi il rentre à l'université Lovanium de Léopoldville, actuelle Kinshasa. Il va y passer 2 ans avant que le Congo n'accède à l'indépendance le 30 juin 1960. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Quelques jours seulement après ces festivités, l'indépendance, source d'espoir, va se transformer
en drame. Le Congo sombre dans le chaos. Patrice Lumumba. Les Belges nous accordant l'indépendance croyaient que cette indépendance ne pouvait signifier autre chose que l'installation d'un gouvernement fantoche qu'ils pouvaient manœuvrer à leur gré. Le ministre belge des colonies. Nous avons pratiqué trop longtemps le paternalisme et peut-être, j'espère que cela ne flattera personne, peut-être après avoir pratiqué trop longtemps le paternalisme, avons-nous donné trop vite l'indépendance. C'est le début d'un cycle de violence qui va contraindre le jeune Juvenal Habyarimana, comme de nombreux étudiants étrangers, à quitter le campus. Il est obligé d'interrompre ses études de médecine pour retourner au Rwanda. Séraphin Bararengana, son frère cadet. Avec les événements qui ont suivi l'indépendance du Congo, Congo belge à cette époque-là, il a dû arrêter les études vers 1960, juste après l'indépendance. C'est à ce moment-là qu'il a été recruté pour entrer à l'école d'officier par les autorités d'alors du pays qui venaient d'ouvrir l'école d'officier à Kigali. Donc ce n'était pas, au départ, il n'était pas si passionné que ça, mais bon, c'était ça un concours de hasard que, ayant arrêté ses études au Congo, il puisse maintenant entrer à l'armée parce qu'il y avait une occasion pour être recruté pour continuer les études quelque part. Même si c'est à contre-cœur qu'il entre dans cette armée de son pays en formation, il va très rapidement se faire remarquer par son intelligence. Il n'est pas vraiment doué pour l'activité physique avec son mètre 92. Il ne peut pas courir vite et s'essouffle rapidement. Mais il va pourtant choisir de passer le brevet de parachutiste. Il finira major de sa promotion avec le matricule 001. Il est sous-lieutenant, devenant ainsi dès décembre 1961 le premier officier rwandais. Nous entrons en ce moment dans une nouvelle période d'échéance. Il y a, à travers toute l'Afrique et particulièrement dans la partie orientale de l'Afrique, d'autres échéances. Il y a par exemple, et c'était à la date du 1er juillet, l'échéance de l'indépendance du Rwanda-Urundi. Je devrais dire très exactement du Rwanda, de l'État du Rwanda et de l'État du Burundi. Ce 1er juillet 1962, jour d'indépendance, Juvenal Habyarimana est en tête du défilé. C'est lui qui porte le drapeau national. Cette journée d'indépendance est également celle de la rencontre avec celle qui va devenir sa femme, Agathe Habyarimana. J'étais avec mon frère Proté et avec notre évêque, Monseigneur Bigirumami. Le corps social a été invité pour organiser le buffet après les fêtes. Alors, il m'a vu et depuis lors, il s'est approché de mon frère et il a dit « Je voudrais faire connaissance de votre sœur ». C'est comme ça que nous nous sommes connus. Le jeune officier va gravir très rapidement les échelons de la hiérarchie militaire. Une ascension fulgurante puisqu'il est dès 1963 chef d'état-major de l'armée rwandaise. Et c'est sous son commandement qu'elle va vaincre les Inyenzi, les Tutsis chassés du pays par la révolution de 1959 qui tentaient d'y revenir par la force. Juvenal Habyarimana est capitaine en 1962, commandant l'année d'après, major en 1964, colonel en 1970 et général-major en 1973. C'est en partie grâce à sa victoire contre les Inyenzi qu'il entre au gouvernement en 1965 comme ministre de la Garde nationale et de la police. Il devient ainsi le premier collaborateur du président Grégoire Kayibanda. Et dans la planification, nous avons certains points que nous appelons primordiaux. Ces points sont l'éducation des cadres dans tous les sens, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Le second, c'est le développement de l'agriculture, puisque pour le moment, c'est la grande richesse de la population. Tous les Rwandais pratiquement sont agriculteurs. Oui. En troisième lieu, c'est pousser une industrialisation, ne fût-ce qu'au départ de la transformation des produits agricoles. Et aussi l'infrastructure de communication, de routes, de téléphones, de moyens pour que les gens, de transport, pour que les gens puissent réellement se rencontrer, parler, se réunir, être informés et être entraînés. Il faut afficher une fidélité sans faille à ce président qui a pour principale tâche la formation des cadres rwandais. À ce ministère de la Garde nationale et de la police, il est un poids lourd du gouvernement et jouit de la confiance du chef de l'État.
Le Rwanda et le Burundi ont toujours été perçus à juste titre comme des pays frères. Ce sont deux pays écrasés par deux immenses nations, la Tanzanie et le Congo. Ils ont presque la même superficie et sont peuplés par une même population aux mêmes proportions ethniques. Les Hutus, les Tutsis et les Twa. Ils parlent la même langue et partagent la même histoire. Avant la colonisation, les deux pays étaient des monarchies dirigées par des rois issus de la minorité Tutsi qui néanmoins se sont régulièrement combattus. C'est probablement pourquoi les deux peuples n'ont jamais pu être réunis dans un même pays, sauf pendant la période coloniale où l'administration tutélaire avait choisi de réunir les deux micro-États en un seul territoire appelé le Rwanda-Urundi. Ils se sont à nouveau scindés en deux à l'indépendance, mais sans que cela ne mette fin à l'influence qu'exercent l'un sur l'autre. C'est pourquoi ce qui se passait dans un pays avait presque automatiquement un effet sur son voisin. 1972, l'armée dominante Tutsi du Burundi se livre à des massacres de grande ampleur sur les Hutus. Le Burundi, un petit État du centre de l'Afrique dont il est beaucoup question ces derniers temps, le pouvoir aurait fait tuer ou laissé tuer des dizaines de milliers d'hommes, d'enfants, de femmes. Il n'y avait pas jusqu'ici de témoignage direct. Le premier témoignage est celui d'un journaliste de l'ORTF, Jean-Louis Demigneux. Vous en revenez, vous êtes aujourd'hui pratiquement le seul à pouvoir dire s'il y a vraiment eu, et s'il y a vraiment un massacre au Burundi. Il n'y a pas eu un massacre au Burundi, il y a eu au moins deux massacres. Dans un premier temps, il y a eu un soulèvement de l'ethnie majoritaire qui n'est pas au pouvoir. Cette ethnie s'appelle les Hutus. Elle a cherché à se soulever avec des machettes et avec des gris-gris. Elle a été réprimée très rapidement avec des armes automatiques par le pouvoir, les Tutsis, une ethnie au pouvoir depuis d'ailleurs plus de 7 siècles maintenant. Ce sont des cadavres de Tutsis ou de Hutus ici? On nous les a montrés comme étant des cadavres de Tutsis victimes du soulèvement Hutu. À vrai dire, il est bien impossible de dire s'ils étaient Hutus, s'ils étaient Tutsis. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu 100 000 morts ou près de 100 000 morts au Burundi, 15 000 Tutsis exterminés d'abord à la machette et ensuite une répression sanglante. Ces massacres de Hutus vont les pousser à fuir et à se réfugier au Rwanda voisin. Ils sont donc des milliers qui sont hébergés dans le sud du Rwanda, dans la préfecture de Butare. Ce qui a pour effet de nourrir chez le Hutu rwandais, qui apprend que leurs frères sont massacrés dans le pays voisin, une haine du Tutsi. Et ce qui malheureusement va alimenter et renforcer pour le Hutu rwandais une haine, une vraie tension ethnique déjà latente. Ce climat est maintenu par les échanges particulièrement violents entre le président rwandais, Grégoire Kayibanda, et le chef de l'État burundais, Michel Micombero, qui échangent des insultes sur les ondes de leurs radios respectives. La guerre est évitée de justesse, mais dans le pays, la tension est particulièrement vive entre Tutsis et Hutus, notamment à l'université et dans les écoles secondaires, où se manifeste une volonté claire de certains de chasser les Tutsis. Dans les administrations aussi, on assiste à un fort mouvement anti-Tutsi. Ce mouvement va clairement éclater en février 1973, avec un comité de salut du peuple dirigé entre autres par le pasteur Bizimungu, qui se charge de chasser les Tutsis de l'université du Rwanda. C'est la contagion. Toutes les écoles environnantes sont touchées. Butare, Gitarama, Kikongoro et le reste du pays. Les élèves et enseignants Tutsis sont chassés et les responsables qui s'y opposent sont violemment pris à partie. Certains vont même être tués. Le mouvement va rapidement se généraliser aux entreprises du secteur privé. Des listes de fonctionnaires et d'employés Tutsis à chasser sont affichées. Tout ceci est naturellement accompagné d'actes de vandalisme. Les Hutus, considérés comme proches de ces Tutsis, sont également pris à partie. Évidemment, les Tutsis visés vont prendre le chemin de l'exil. Ouganda, Zaïre, Tanzanie. Devant ces violences, le pouvoir semble laisser faire. Après un long moment de silence, le président Kayibanda va enfin sortir de son mutisme pour lancer un message de pacification et inviter l'armée à mettre fin au chaos. Seulement, cette crise a laissé de blessures profondes au sein même des cadres Hutus, mais également dans l'armée. On assiste de plus en plus à des actes de désobéissance vis-à-vis du chef de l'État. Des officiers qui distribuent des tracts pour dénoncer son côté partisan. Mais les choses vont aller vite le 4 juillet 1973. Agathe Habyarimana, son épouse. Ce jour-là du coup d'État, je dirais, il n'était pas à la maison. Il était parti pour préparer le mariage de son petit frère chez nous au nord, à Gisenyi. Et puis, toute la journée, j'ai vu des gens défiler, venir demander où il était. Je leur ai dit, il est à Gisenyi, il est allé avec mon fils Jean-Pierre et mon fils Jean-Claude pour préparer le mariage.
Et puis par après, il est rentré tard, même la nuit, vers 9h du soir. J'avais déjà cuisiné, il a mangé, et puis il s'est mis au lit, il était fatigué, mais je lui ai parlé qu'il y a des personnes que le président Kayibanda a envoyées pour le chercher, pour l'amener là-bas. Et il s'est mis au lit, mais aussitôt au lit, les gens ont commencé à défiler encore à la maison en demandant de le voir. Comme il était rentré fatigué, il ne voulait même pas se lever. Mais la troisième personne, c'était un militaire qui a insisté, qui a dit « Il faut que tu viennes parce que le président Kayibanda veut te voir ». Il est parti et par après, on l'a attendu. Il est retourné à la maison vite en prenant les clés de l'état-major. Puis je ne l'ai plus revu. Mais j'ai vu cette nuit-là le gardien qui est venu nous dire il y a des militaires qui débarquent à l'intérieur de la maison, nous ne savons pas ce que c'est. Et puis, en plus, il y avait encore d'autres personnes que le président Kayibanda a envoyé pour chercher Habyarimana. Moi, je ne savais pas ce qui se tramait, je ne savais pas ce qui se faisait. C'est, attendez, vers 6h du matin qu'un de ces officiers a appelé à la maison en disant calmez-vous, même si vous voyez des militaires, ne vous étonnez pas, le général va venir d'ici 2 heures pour voir son papa. Il m'a dit il faut appeler son papa qui est à l'hôpital, qui vienne à la maison pour que le général vous explique ce qui s'est passé. À partir de ce 5 juillet 1973, le général Juvenal Habyarimana est le nouvel homme fort du Rwanda. Le président Kayibanda est placé en résidence surveillée. Il va être condamné l'année suivante à la peine de mort. Mais cette sentence va être commuée en détention à perpétuité. Au lendemain de ce putsch, le général Juvenal Habyarimana justifie son acte par le désir de mettre fin à une situation de haine ethnique. Il va baptiser ce coup d'État la révolution morale du 5 juillet. Hutu, Tutsi ou toi, nous partageons tous la même nationalité rwandaise. Chaque Rwandais doit travailler et doit être considéré selon ses capacités intellectuelles et physiques. L'idée que les Tutsis doivent être chassés du Rwanda doit vous sortir de la tête. Au lendemain du coup d'État, Juvenal Habyarimana suspend l'activité de l'ancien parti, le Parmé Hutu, dissout l'Assemblée nationale et crée donc un comité pour la paix et l'unité nationale, dont le rôle est de conseiller le chef de l'État. Moins d'1 mois plus tard, ce comité va céder la place à un gouvernement comprenant une majorité de civils et 4 militaires, dont lui-même. En juillet 1975, c'est-à-dire 2 ans plus tard, il va fonder le Mouvement révolutionnaire national pour la paix et le développement, le MRND. Son ambition est de développer et de rassembler les 3 ethnies du Rwanda. Sa devise, paix, unité et développement. L'idée de rassemblement contre les divisions est symbolisée par la métaphore du bateau. Si nous devons construire un bateau pour pouvoir travailler à 3, à 4 ou à 5 en se disant que nous devons y arriver, et que toi tu ne veux pas, penses-tu traverser par quel moyen ? Le bateau à bord duquel nous tous Rwandais allons traverser, nous le construirons ensemble. Mais le général Juvenal Habyarimana va-t-il parvenir à construire ce bateau Rwanda dont il parle? Va-t-il vraiment se consacrer à lutter contre ces divisions qui si souvent ont ensanglanté son pays? Rien n'est moins sûr. On en parle dans un instant, dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Juvenal Habyarimana. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Appelez-nous, exprimez-vous. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Que nous avons décidé, nous tous Rwandais, d'avoir ce que vous appelez en Occident un parti unique.
on peut être démocrate en instaurant plusieurs partis politiques. On peut tout aussi bien l'être en choisissant le système d'un seul mouvement politique. Après avoir renversé le président Grégoire Kayibanda, dont il était le ministre de la Défense, Juvénal Habyarimana, qui dit vouloir réaliser la réconciliation nationale au Rwanda, qui avait été encore une fois le théâtre de violences et de massacres des Tutsis en représailles à celle des Hutus au Burundi voisin, doit remettre ce petit territoire enclavé entre la Tanzanie et le Congo au travail. Il doit ramener la paix et la concorde. On revient de loin, de très loin, avec les violences faites aux populations Tutsis. Et le MRND, le parti qu'il a créé en juillet 1975, est désormais le parti unique auquel tout le monde doit adhérer. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Juvénal Habyarimana. Depuis 1973, j'avais promis que 5 ans après la date du 5 juillet 1973, j'allais organiser des élections pour un retour aux institutions normales. Et cette parole, je l'ai tenue et je l'ai respectée. Et c'est pour cela qu'à la fin de l'année passée, nous avons organisé des élections pour ce retour. Et en ce qui concerne la place du mouvement dans notre système de développement, cette place est imposée par la Constitution justement qui vient d'être votée. Et cette Constitution impose que le mouvement révolutionnaire national pour le développement est le cadre unique où les Rwandais peuvent exprimer leurs opinions politiques. Désormais, le général Habyarimana a son mouvement à lui, son parti unique qui règne, le MNRD, avec une constitution taillée sur mesure. Il va dès lors s'efforcer de lui donner une assise populaire. Mais l'un de ses plus grands chantiers est celui de la réconciliation nationale. Il faut faire cohabiter et s'entendre les 3 ethnies du pays. Hutus majoritaire, Tutsi et Twa. Un pari difficile lorsqu'on sait le type de rapport qui a toujours prévalu entre les 2 principales composantes du pays depuis des siècles. Si Hutus et Tutsis ont toujours vécu ensemble, tant bien que mal, s'ils partagent la même langue, la même culture, même si les spécialités, les uns pour l'agriculture, les autres pour l'élevage, restaient parmi les traits distinctifs tout aussi aléatoires que les traits physiques, à partir desquels on s'est trop souvent déterminé, il reste difficile de visualiser les relations entre les 2 ethnies autrement qu'en termes de dominant et dominé. Si Juvénal Habyarimana s'emploie à mettre un terme aux exactions, aux agressions contre les Tutsis, il conserve le principe des quotas dans l'administration. Le MRND ne veut pas que le Hutu renie son ethnie, que le Twa ait honte d'être Twa, que le Tutsi refuse d'être Tutsi. La volonté du mouvement, c'est que chacun reconnaisse qu'il est véritablement rwandais, que nous devons travailler tous ensemble pour le développement du pays. Dans sa première déclaration, Juvénal Habyarimana demande à tous les fonctionnaires de demeurer à leur poste sans considération de leur origine ethnique ou régionale. Charles Jeanneret, professeur d'université au Canada, ancien conseiller à la présidence du Rwanda. Il m'a souvent dit qu'il ne voyait pas de différence entre les Hutus et les Tutsis. Il ne savait pas avec qui les enfants jouaient. Quand il rencontrait quelqu'un, que ce soit un Tutsi ou tout ça, c'était la dernière de ses préoccupations. La recherche de l'unité nationale qu'il souhaite va être l'une de ses priorités. Vous savez, je n'ai pas besoin de vous recommencer l'histoire du Rwanda. Les 3 ethnies étaient souvent en conflit suite à leur passé historique. Nous avons convaincu les Rwandais que désormais ils étaient appelés à travailler pour le développement du pays et que toutes les forces de tous les Rwandais à quelle ethnie qu'ils appartiennent étaient nécessaires pour la reconstruction de notre pays. Si le président, en ce milieu d'année 1979, se réjouit de cette apparente concorde entre les populations de son pays, c'est parce que les affrontements, les exactions physiques contre la minorité Tutsi ont disparu. Elles se sont considérablement réduites en tout cas, mais les textes sur les quotas et la mention de l'ethnie sur les cartes d'identité restent en vigueur. Christophe Fizi, doyen de la faculté de journalisme et de communication, ancien ambassadeur du Rwanda à Paris. Il est aussi ancien directeur de l'Office rwandais de l'information. Il démissionnera en 92 par une lettre ouverte au président Habyarimana. Les actions politiques qu'il soutenait vigoureusement montraient qu'il avait quand même une très grande attention vis-à-vis de ces questions
Par exemple, ce qu'on a appelé l'équilibre ethnique et régional, où un quota de Tutsis était indiqué 10% généralement dans l'administration et dans toutes les autres activités de la nation, la scolarisation aussi. On sentait qu'il était vraiment à couteau tiré là-dessus. Il ne fallait pas du tout s'écarter de cette ligne. Charles Jeanneret, professeur d'université au Canada, ancien conseiller à la présidence du Rwanda. Disons, il y avait cette mention qui est un reliquat de la situation belge. Et puis, c'était considéré comme une garantie pour les Tutsis. Il y a toujours un ou deux Tutsis dans le gouvernement sur les 16 ou 17 ministres. Il y avait, quand on a les statistiques, c'est-à-dire il n'y avait pas un seul ministère où les Tutsis ne représentaient pas entre 25 et 30%, à l'exception, je crois, du ministère des Travaux publics. Mais c'était toujours bien au-delà de la proportion ethnique. Peter Verlinden, journaliste et responsable du service étranger de la télévision publique flamande, la VRT. Ce qui était tout à fait sûr, c'est que certaines positions à un niveau très élevé dans l'armée et dans la politique n'étaient pas accessibles pour les Tutsis. Ça, c'est clair. Ce qui est sûr aussi, c'est que des positions économiques, le poids économique se trouvait aussi bien chez les Tutsis que chez les Hutus. Mais ouvertement, mais on sait tous que le Rwanda, c'est un pays assez fermé, on ne parle pas facilement d'une façon ouverte de ce genre de choses, mais aussi à ce moment, ouvertement, on ne parlait pas de cela. Christophe Mfizi, doyen de la faculté de journalisme et de communication, ancien ambassadeur du Rwanda à Paris. On sait que cet équilibre ethnique lui est antérieur. C'est le parti Parmehutu qui avait lancé à la fin des années 70 cette notion. En fait, c'est une notion à l'origine positive. Je dis là une chose qui peut choquer. À l'origine positive. Une discrimination positive. Oui. Si l'on considère qu'il y avait effectivement une sorte de discrimination positive vis-à-vis des régions ou d'une ethnie traditionnellement vue comme défavorisée. Et à l'origine, c'était ça. Ça pouvait être tolérable, mais par la suite, il y a eu une pratique réellement d'exclusion ou de favoritisme vis-à-vis des Hutus ou d'exclusion vis-à-vis des Tutsis. Et le souci d'équilibrer socialement ces entités pour les faire participer de manière équitable aux avantages du pays avait de plus en plus disparu. Vers la fin des années 70, le congrès du MRND, dirigé par le président, avait pourtant rejeté cette politique d'équilibre ethnique et régional. C'est donc vous dire que vis-à-vis de ces questions, dans le quotidien, vous ne perceviez pas que le président Habyarimana en voulait aux Tutsis, mais dans la réalité, c'est le cas. Contre tout présage des prophètes de malheur, que le plus difficile aura été de donner une impulsion nouvelle à notre organisation. Mais dès lors que nous avons surmonté les obstacles qui nous ont toujours été opposés sous quelques apparences de raison, telles que le caractère géographique de nos États, nous pouvons avec confiance et sécurité nous engager dans la voie quelquefois difficile mais exaltante de nos réalisations. Nous pouvons affirmer solennellement que le CAM rénové a atteint sa vitesse de croisière. Nous pouvons l'affirmer par le renforcement de notre organisation et l'adhésion d'un nouvel État. Nous pouvons l'affirmer par la participation de tous les États membres et de tant d'organisations internationales et régionales. Nous pouvons l'affirmer par le nombre et la qualité des délégués et observateurs. Nous pouvons l'affirmer par l'ampleur du travail accompli et le sérieux qui a présidé à toutes les réunions. Et enfin, par les perspectives nouvelles et encourageantes qui se dégagent de nos assises. Février 1977, le président Juvenal Habyarimana accueille à Kigali le sommet de l'OCAM, l'Organisation commune africaine et malgache. Démarche qui s'inscrit dans une stratégie globale de désenclavement de son pays sans ouverture sur la mer. Il vaut mieux d'abord entretenir des relations de bon voisinage.
Juvenal Habyarimana. Et vous savez, les relations qui existaient avant entre le Rwanda et le Burundi d'une part, entre le Rwanda et l'Ouganda, et entre le Rwanda et le Zaïre, c'était des relations floues, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous avons essayé, à partir de juillet 1973, d'améliorer ces relations. Et cela entre parfaitement dans notre volonté, dans notre effort de désenclavement. Nous pensons qu'un pays comme le Rwanda, enclavé, doit mener et soutenir une politique de bon voisinage avec tout ce qui l'entoure, et c'est à cela que nous sommes efforcés. Et maintenant, nos relations, tant avec le Burundi qu'avec le Zaïre, deux pays qui, avec le Rwanda, composent la communauté économique des pays des Grands Lacs. Le Rwanda et la Tanzanie, le Burundi, composent actuellement l'organisme pour l'aménagement du bassin de la Kagera, et aussi la situation, nos relations avec l'Ouganda sont très bonnes, même avec les nouvelles autorités. Et à propos de ces nouvelles autorités, le Rwanda a déjà fait une déclaration disant que il reconnaît les États et non les gouvernements, et que le peuple rwandais, qui depuis des siècles est frère au peuple ougandais, cette fraternité ne pouvait pas être enlevée par la chute d'un homme. Et nous avons donc pris contact avec les nouvelles autorités pour garder ce climat de bonne entente, de coopération entre le Rwanda et l'Ouganda. Le général Habyarimana va donc coopérer avec le régime qui vient de renverser le sanguinaire Big Daddy, le fou furieux Idi Ao Ongo Ango, alias Idi Amin Dada, qui vient d'être chassé de Kampala, la capitale ougandaise, et dont il a dû supporter depuis longtemps déjà la folie. Juvenal Habyarimana entretient une diplomatie particulièrement active. Il séduit l'Occident et les institutions internationales, à la fois par son modèle, mais également par son engagement pour le développement. Charles Jeanneret, professeur d'université au Canada, ancien conseiller à la présidence du Rwanda. Le pays était considéré par la Banque mondiale, qui nous l'a dit, parmi les 3 ou 4 meilleurs, les pays les mieux gérés au tiers-monde. Il y avait une rigueur dans la gestion incroyable. Vous ne trouvez pas une route où il y avait un nid de poule, et pas été rapidement réparé. Non, c'était assez exemplaire. Une rigueur dans la gestion qui séduit, des initiatives en faveur du développement qui font de lui un interlocuteur privilégié dans cette région des Grands Lacs. Valéry Giscard d'Estaing, le président français, est à Kigali en 1979. C'est le sommet franco-africain, comme on l'appelait, qui se tient cette année-là au Rwanda. Dans la conduite des relations extérieures de votre État, vous vous efforcez de favoriser ce désenclavement en menant avec sagesse une politique de bon voisinage et de coopération régionale, notamment au sein de la communauté économique des pays des Grands Lacs ou de l'Organisation pour la mise en valeur du bassin de la Kagera. La France est persuadée que c'est dans cette voie qu'il faut chercher les moyens d'un développement solidaire reposant sur la paix et la stabilité. Vous constituez un exemple dans la recherche d'une coopération régionale qui est aujourd'hui une nécessité pour tous les pays. Votre attachement à l'indépendance de l'Afrique à l'égard des blocs et votre souci permanent de conciliation dont témoignent vos positions au sein de l'OUA et des Nations Unies démontrent votre souci de voir enfin régner la paix sur votre continent. La France, qui dans sa politique s'inspire des mêmes principes, s'efforce d'aider à consolider l'Afrique dans tous les domaines où celle-ci le souhaite, de façon à lui permettre de consacrer pleinement ses ressources à son développement et à la promotion de ses hommes. La démocratie responsable, c'est la stratégie du président Habyarimana pour mobiliser toutes les énergies au service du développement. Son idée est de mettre toute la population au travail. L'intellectualisme qui caractérisait la démarche du régime précédent est aussitôt remplacé par une approche plus concrète, plus près des paysans, des agriculteurs. On va inciter tout le monde à mettre la main à la pâte. Il faut dire que près de 90% de la population rwandaise vit de l'agriculture à la campagne. Pour le président Habyarimana, il s'agissait de tout mettre en œuvre pour que les campagnes ne se vident pas de ses habitants. C'est dans ce sens que le travail manuel a été réhabilité. C'est pourquoi l'année 1974 va être déclarée année de l'agriculture.
Mais elle va malheureusement se terminer par une famine qui contraint le Rwanda à avoir recours à l'aide internationale. C'est probablement ce qui va faire de l'agriculture une obsession de Juvénal Habyarimana. Même l'armée doit avoir un rôle moins axé sur la guerre. Elle doit se mettre au service du développement. Ce n'est qu'en prévision de l'indépendance en 60 que les premiers hommes de l'armée rwandaise ont été recrutés. Et c'est pour cela que c'est une armée qui est encore jeune et qui a besoin de cadres. À propos de sa place au sein du développement, il a un rôle de participer aux actions du développement. D'une part, il a une action d'éducation pour une partie de la jeunesse qui n'a pas pu continuer les études après le primaire. Et d'autre part, il participe à d'autres actions de développement, telles la culture des champs, la réparation des ponts. Et 2 fois par semaine, l'armée descend dans les champs pour mener certaines actions dans le cadre de l'agriculture et de l'élevage. En cette fin de la décennie 70, Juvénal Habyarimana est conforté dans sa stratégie. Malgré l'enclavement, il est parvenu à mettre un frein au départ en exil des Tutsis. Malgré la densité particulièrement élevée des populations, l'une des plus importantes au monde, il a mis toute la population au travail. Le pays ressemble à un vaste chantier. Il pense même à assouplir les conditions de détention de certains prisonniers politiques et à réhabiliter le défunt président Kayibanda, décédé en résidence surveillée. C'est un peu la détente. Je voudrais ainsi tout d'abord demander au peuple rwandais d'oublier les faits regrettables soutenus ou cautionnés par l'ancien chef de l'État, Grégoire Kayibanda, décédé hélas le 15 décembre 1976 en sa résidence privée de Kavumu, et de réhabiliter sa mémoire. Si en apparence la situation semble se normaliser dans le pays, s'il bénéficie du satisfecit, du soutien de la communauté internationale, en interne, ce n'est pas tout à fait la sérénité et la cohésion affichée. La question des réfugiés Tutsis reste pendante. Et au sein même de sa communauté, de son gouvernement, gronde une sourde opposition. Il va même être victime d'un attentat, d'une tentative de coup d'État. Juvénal Habyarimana. J'ai placé ces remous, ces subversifs dans un cadre normal de justice. J'ai demandé à la justice d'employer les lois que nous avons dans notre pays, les codes que nous avons dans notre pays pour juger cette subversion. Et nous n'allons donc pas créer de cours spéciales ou de cours martiales, comme certains ont l'habitude de le faire dans de semblables cas. J'ai demandé au ministre de la Justice d'appliquer la loi normale, la justice. Qui sont ces ennemis de l'intérieur qui veulent mettre un terme à son régime? Cette tentative ne risque-t-elle pas de fragiliser son action? Va-t-il tenir face à l'autre grande menace à laquelle il n'a pas encore fait face jusque-là? La question des milliers de réfugiés Tutsis qui vivent à sa frontière, notamment en Ouganda. Rendez-vous la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Juvénal Habyarimana pour en parler. Je rappelle que vous pouvez, à tout moment, réécouter cette émission sur le site de RFI et réagir sur notre page Facebook comme vous le faites depuis longtemps, faisant de nous le premier magazine de notre antenne avec près de 400 000 amis. Et bonne nouvelle pour les futurs gagnants puisque nous relançons à partir de la semaine prochaine le grand jeu Archives d'Afrique. Mais en attendant, Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous demain dimanche pour le débat africain consacré cette semaine à la nébuleuse Boko Haram qui n'en finit pas de piller, violer et tuer devant une étonnante incapacité de l'armée nigériane à la combattre. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne. International.